Quatrième semaine. Ça va? Quel choc? Moi aussi. On verra la semaine prochaine, semaine 5, n'est-ce pas? Bien, ben bonsoir tout le monde. Et je voudrais bien sûr tout d'abord remercier 3 personnes très importantes, très discrètes, personnes grâce auxquelles la technologie fonctionne lors des conférences et grâce auxquelles l'école de français garde une trace et peut placer la vidéo de la conférence sur notre site web. C'est important de garder une trace de ces conférences, elles sont sur notre site web si vous voulez les revoir à plaisir ou si vous voulez les recommander à d'autres personnes francophones. Il s'agit bien sûr d'Utam Tejedor Alonso. En ce qui concerne la technologie, d'Isabelle Caron. En ce qui concerne le filmage de la conférence, et Elsa Lambert-Danel qui s'occupe d'éditer les vidéos. Voilà, donc merci à Elsa. Alors ce soir, je suis honorée de vous présenter Estelle Kocam-Magnus. Estelle est anthropologue et professeure titulaire à la faculté de sciences sociales et de gestion de l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé, au Cameroun. Elle coordonne actuellement le Café socio-anthropologique, qui est un espace de débat et de réflexion au sein de la faculté de sciences sociales et de gestion. Elle est responsable du groupe national de travail genre et armée au Cameroun, groupe qui est financé par le CODESRIA, je le dis correctement, CODESRIA. Ainsi, elle est aussi responsable de l'initiative de recherche sur la santé sexuelle des personnes en situation de handicap, une initiative financée par la même institution. Elle est principale investigatrice du projet sur la prévention complète du cancer du col de l'utérus en Afrique subsaharienne. C'est beaucoup de voyelles, vous voyez. Même les francophones ont du mal à prononcer toutes les voyelles d'un coup. Donc vous voyez. Hein. C'est un projet financé par le Fonds national suisse pour la recherche. Elle est par ailleurs enseignante invitée à l'université panafricaine ainsi qu'enseignante invitée à Middlebury College. Et elle est aussi invitée à enseigner au Centre interétatique de santé publique d'Afrique centrale. Ses principaux domaines d'intérêt sont la santé, le genre, l'alimentation, le corps, la politique et la religion. Estelle est une chercheuse prolifique. Voici quelques-unes de ses dernières publications, à savoir un livre de 2023 intitulé « État, travail et société au Cameroun », qui a été publié chez l'Harmattan à Paris. En 2021, elle a publié l'ouvrage « L'engagement civique des femmes au sein des forces de sécurité au Cameroun » chez CODESRIA à Dakar. Elle a toutes sortes d'articles passionnants, je ne vais n'en nommer que quelques-uns. Genre, handicap et santé sexuelle et reproductive au Cameroun, implication des acteurs sociaux et rapport aux politiques publiques. Autre article, quelle est la place du contexte dans une recherche? Un autre, la nourriture de la marmite, alimentation et socialisation de l'enfant dans 2 villes camerounaises. Et aussi, défi des ruptures d'approvisionnement en antirétroviraux, difficile à dire aussi, dans les structures de soins au Cameroun. J'ai eu le plaisir de rencontrer Estelle pour la première fois à l'Université catholique d'Afrique centrale, à Yaoundé. Lorsque nous, à savoir collègues de Middlebury et moi-même, prospections pour établir un nouveau programme d'études en Afrique subsaharienne. Nous avions été très impressionnés par l'Université catholique où Estelle enseigne, à tel point que le programme de Middlebury au Cameroun a été créé suite à cette visite fructueuse. D'ailleurs, nous avons parmi nous ce soir la directrice, l'ancienne directrice, elle vient tout juste de terminer son mandat en juin, Ariane Ngabeu, qui s'est chargée de diriger ce programme pendant 11 ans. Et Ariane nous emmenait dans sa voiture à Yaoundé, partout. J'ai dit, mon Dieu, nous allons mourir dans ce carrefour. Mais non, nous ne sommes pas morts dans le carrefour. Il n'y avait pas de feu. C'était
extraordinaire. Elle était enceinte de je ne sais plus combien de mois. Le bébé qui est un grand garçon maintenant est là. C'était extraordinaire d'affronter la circulation à Yaoundé. Je croyais que j'avais tout vu au Caire, en Égypte. Non, je n'avais rien vu avant d'aller à Yaoundé. Donc nous avons parmi nous Ariane, bien sûr, qui a dirigé ce programme qui est né il y a quelques années au Cameroun. J'ai revu Estelle lors de mon second voyage au Cameroun, cette fois pour visiter notre nouveau programme d'études à Yaoundé. Estelle vient à Middlebury depuis plusieurs années. Un automne, elle est venue donner une conférence en anglais à un colloque sur les études globales et internationales qui avait lieu au centre Roehampton. Elle a déjà enseigné un cours d'anthropologie en anglais, 3 fois au moins, durant notre session intensive de 4 semaines au mois de janvier. Session durant laquelle elle a donné à chaque fois une conférence en anglais. Pour moi, qui au bout de 36 ans, suis très fatiguée des hivers rigoureux de la Nouvelle-Angleterre, et j'avais vécu 2 ans auparavant au sommet d'une montagne suisse, enneigée. C'est encore un mystère pourquoi Estelle accepte de venir 4 semaines en janvier à Middlebury, alors qu'il fait parfois moins 20 degrés Celsius, et même plus froid parfois, n'est-ce pas? C'est encore un plus grand mystère quand elle va faire de la randonnée au mois de janvier. Moi, je refuse d'y aller. Je dis non, je ne vais pas faire de la randonnée. Elle y va avec une collègue de notre programme de cette semaine, Alice Anton. Et elles vont dans les bois, elles montent sur les montagnes. C'est incroyable. Je dis, mais ces 2 femmes sont extraordinaires. Moi, je refuse d'aller faire de la randonnée au mois de janvier à Middlebury, dans le Vermont. Elles sont beaucoup plus jeunes que moi, je dois dire. Donc, peut-être aussi, si j'avais leur âge, peut-être que j'irais gambader avec vous dans la neige, je ne sais pas. Estelle garde toujours le sourire, ce qui est très agréable, et je suis pleine d'admiration à chaque fois que je la retrouve en plein cœur de l'hiver, mais aussi en plein cœur de l'été parmi nous. Dernière chose sur Estelle, mais pas la moins importante, comme 2 autres de nos collègues, c'est-à-dire Nicolas et Anne, Nicolas Rousselier et Anne Muxel, Estelle enseigne un cours d'anthropologie dans nos 2 programmes, un dans le programme de 7 semaines et un dans le programme de 6 semaines. Nicolas et Anne enseignent également un cours dans le programme de 6 semaines et un cours dans le programme de 7 semaines. Ce soir, la conférence d'Estelle s'intitule « Emploi, travail et société au Cameroun, la part des femmes », sujet fascinant et très complexe. Veuillez accueillir Estelle très chaleureusement, s'il vous plaît. Merci beaucoup Ahmed de passer la parole. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un sujet particulier dans le cadre de l'Afrique, et je vous dirai pourquoi, notamment dans le cadre du Cameroun, parce que c'est un sujet qui nous amène à revisiter l'histoire politique et sociale du Cameroun. Ce sujet est aussi là pour nous sensibiliser à la nécessité de prendre en compte les catégories souvent silencieuses ou alors les catégories souvent invisibles dans les processus de construction de la connaissance de façon générale. Et troisièmement, ce sujet est important parce que dans un contexte où, au niveau international, on parle beaucoup de développement durable. Quand on parle de développement durable, on veut dire que une société ne peut pas avancer en laissant des personnes derrière. C'est-à-dire que dans une société, on ne peut pas avancer tous ensemble en ayant au sein de la société des personnes que l'on a abandonnées. Parce que ces personnes-là nous rappellent justement tout le temps qu'on n'a pas réussi à atteindre cet objectif-là, d'aller loin. Donc,
je vais vous présenter le Cameroun. Alors, le Cameroun, c'est un pays d'Afrique centrale, mais c'est aussi un pays d'Afrique de l'Ouest. Je vais vous dire pourquoi. Si vous lisez la documentation sur le Cameroun, notamment la documentation anglo-saxonne, vous allez voir le Cameroun est en Afrique de l'Ouest. Et en fait, quand on regarde sur la carte de l'Afrique, on est sur la côte ouest atlantique. Mais, pour des raisons géostratégiques et surtout pour des raisons politiques, pour ce pays, rentrer en Afrique de l'Ouest, alors là, ce n'est pas très visible sur la carte. Vous avez le Nigeria juste à côté, qui est le géant nigérian. Parce que quand on présente l'Afrique aujourd'hui, on a deux grandes puissances économiques. La première, c'est l'Afrique du Sud, donc plus bas sur la carte de l'Afrique, et la deuxième, c'est le Nigeria. C'est une puissance à la fois démographique, parce que c'est l'un des pays les plus peuplés d'Afrique, mais c'est aussi une puissance économique. Alors, stratégiquement, il est plus intéressant pour le Cameroun de dire qu'il est en Afrique centrale, parce que il est le port d'entrée qui dessert la République centrafricaine, le Tchad. Donc, et le Cameroun fait partie justement de la zone CEMAC, c'est-à-dire la communauté des États, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Alors, on va s'intéresser dans le cadre de cette communication à une division en périodes. On va s'intéresser à la période coloniale, à celles qui vont suivre les indépendances et aux époques beaucoup plus présentes, beaucoup plus contemporaines. Le Cameroun a été une colonie. Lorsqu'on lit l'histoire, le Cameroun a été colonisé par l'Allemagne jusqu'en 1916, où ce pays, l'Allemagne va perdre la Première Guerre mondiale, et ce pays va devenir un territoire sous mandat, donc sous la responsabilité de la Société des Nations. Et la France et la Grande-Bretagne vont être les États qui vont être mandataires, vont être ces États qui vont s'occuper du Cameroun. Après, en 1946, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de mouvements dans les pays sous la tutelle de la France en général. On commence à voir des mouvements de revendication, des mouvements d'indépendance, des mouvements de revendication des libertés. Et donc, à partir de 1946, ce pays va être un territoire sous tutelle de la France et de la Grande-Bretagne. Alors, le Cameroun a ceci de particulier que c'est un pays bilingue. C'est le seul pays bilingue, c'est-à-dire, quand je veux dire bilingue, je veux dire qu'au Cameroun, il y a deux langues officielles, le français et l'anglais. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a deux langues officielles au Cameroun? Parce que justement, il y a eu cette tutelle franco-britannique. Donc, après le départ des Allemands, c'était les Français et les Britanniques. Et donc, il y avait les Britanniques qui occupaient le quart du territoire et les Français qui occupaient les trois quarts du territoire. Et en 1961, il y a la réunification des deux Camerouns, c'est-à-dire le Cameroun britannique et le Cameroun francophone. Alors ces différentes cartes, un peu, c'est pour voir comment est-ce que les frontières du Cameroun ont évolué au fil de l'histoire. Et cette carte-ci, et celle-ci, justement, montre un peu le Cameroun réunifié en 1961. Donc, il y avait une partie, sur cette carte-ci, vous aviez une partie du Cameroun, vous avez toute cette partie du Cameroun qui était un peu en discussion. Cette partie a décidé de rejoindre le Nigeria, cette autre partie a décidé de rejoindre le Nigeria, et puis il restait cette autre partie du Cameroun
que le premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo, a travaillé à ce que ces élites acceptent de rejoindre le Cameroun. Parce que quand vous voyez, les frontières du Cameroun, elles ont beaucoup évolué, elles ont beaucoup changé d'après le temps. Et justement, c'était vraiment, en 1961, c'était la dernière chance pour que cette partie du territoire qui faisait partie de l'ancien Cameroun revienne au Cameroun. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, nous ayons deux langues officielles, le français et l'anglais. Et justement, à la suite de cette réunification, il y avait deux capitales. Il y avait une capitale à Yaoundé dans la partie francophone et une capitale à Boya dans la partie anglophone. Et il était aussi entendu qu'il y aurait une sorte d'arrangement au niveau de la présidence. Vous devez avoir le président francophone et un vice-président anglophone, ou un président anglophone et un vice-président francophone. Donc, certaines parties du contrat n'ont pas été respectées, et c'est ce qui pourrait expliquer les crises, ce que l'on appelle aujourd'hui la crise anglophone au Cameroun. Alors, c'est une Afrique en miniature parce que c'est une Afrique assez diversifiée. Quand vous êtes au nord du Cameroun, vous êtes dans cette région-ci, vous êtes dans ce type de paysage. Quand vous êtes au sud, vous avez beaucoup de luxuriance. Et ici, dans une zone intermédiaire à l'ouest, où on est dans des zones de savane et de haute montagne, vous avez aussi un autre type d'environnement. C'est la raison pour laquelle le Cameroun est souvent présenté comme étant l'Afrique en miniature. C'est aussi une Afrique en miniature, pas seulement du point de vue de ses paysages, mais du point de vue de ses différentes cultures. Donc là, on a une très grande diversité culturelle. Au Cameroun, nous avons plus de 200 ethnies, plus de 250 ethnies, et une très grande diversité culturelle. C'est pour cela aussi que vous avez les parties sahéliennes, les cultures forestières, etc., etc. Alors, la population du Cameroun est essentiellement jeune et urbaine. Alors, le dernier recensement, les dernières estimations, je ne parlerai pas de recensement, disent que la population du Cameroun est estimée à 27 224 462 habitants. Et c'est une population plus urbaine que rurale, parce qu'on a plus de la moitié de la population, 58,1%, on a plus de la moitié de la population qui vit en ville. Donc beaucoup de Camerounais, la moitié de la population vit en ville. Et c'est aussi une population très jeune. On a 60% de la population camerounaise qui a moins de 25 ans. Et en ce qui concerne la répartition entre les femmes et les hommes, on a 50,1% de femmes pour 49,9% d'hommes. Et là, on a la pyramide justement des âges qui montre quoi? Qui montre qu'on a une population extrêmement jeune. Chaque fois que dans une pyramide des âges, on a cette base qui est extrêmement large, ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'enfants. Et là, au fur et à mesure que l'on monte, on a moins de personnes présentes. Alors l'objectif justement, comme je le disais avant de commencer, c'est de montrer les enjeux et les défis de la valorisation du travail des femmes au niveau des politiques du travail. Comment est-ce que l'État, comment est-ce que le pouvoir gouvernant valorise ou pas le travail des femmes et ce que cela peut avoir dans les concepts que l'on emploie pour catégoriser, pour qualifier le type de travail que l'on fait. Alors, en tant qu'anthropologue, on a des méthodes qui nécessitent justement de passer du temps avec les gens dans les villes ou dans les villages. On dit travailler sur le terrain. Bon, le terrain de l'anthropologue, c'est la société qu'il étudie, ce sont les gens qu'il rencontre. Et la plupart des travaux, la plupart des données, des résultats de cette recherche viennent justement des travaux qui ont été réalisés dans deux villes camerounaises, Douala et Yaoundé. Douala, c'est la capitale économique, et Yaoundé, c'est la capitale politique.
Mais ce qu'il y a de particulier, ce qui réunit un peu ces deux villes, c'est le fait qu'elles absorbent beaucoup de jeunes. C'est-à-dire que les jeunes peuvent très bien faire des études primaires, secondaires et universitaires dans des villes secondaires, mais quand ils ont besoin d'emploi, en fait, les emplois se retrouvent dans ces villes-là. Et c'est aussi le lieu qui va attirer beaucoup de gens, qui va aussi attirer beaucoup de personnes diplômées qui aussi peuvent ne pas trouver de l'emploi une fois qu'elles s'y retrouvent. Alors, dans quelle approche, comment est-ce que je situe mon travail? Alors, puisque je parle de la part des femmes, je m'inspire beaucoup d'autres travaux qui ont déjà été faits sur la question des femmes de façon politique, de façon conceptuelle, notamment le premier ouvrage qui a été édité par 3 autrices chercheuses, sociologues et historiennes africaines du Sénégal, de la Tanzanie, sur sexe, genre et société en Afrique centrale, en Afrique, engendrer les sciences sociales africaines. Alors, ce qu'elles disent dans leurs travaux, c'est la nécessité justement de repenser les sciences sociales au prisme des femmes, parce que ces sciences sociales-là ont été souvent masculinisées dans leur manière de penser la vie et les sociétés et les cultures africaines. Il y a Michèle Perrault, qui est historienne des femmes et qui a beaucoup travaillé justement sur les femmes et le mouvement syndicaliste en France. Et ce qui est très intéressant, c'est pour moi, c'est quand elle parle des silences de l'histoire, notamment de l'invisibilisation, du travail presque politique, mais qui n'est pas seulement un travail politique, qui devient lui-même à la fois académique, dans la mesure où parfois le monde académique est aussi influencé par le politique. Donc ce travail politique qui, d'un point de vue de la production des connaissances, a conduit à rendre les femmes invisibles ou peu visibles dans les récits historiques. Et puis il y a une chercheuse danoise, elle s'appelle Esther Bossera. Elle a été l'une des premières femmes à s'intéresser à la question de la femme face au développement économique à partir des cas d'Afrique. Donc elle a parlé de l'implication de la femme face au développement économique et elle a écrit 2 ouvrages, celui-ci et celui sur la femme et le développement rural. Et puis il y a l'auteur camerounais Henri Ngoa qui a produit un ouvrage très important dont le but justement était de recontextualiser, de remettre dans le contexte des sociétés africaines les rapports entre les hommes et les femmes. Alors, quand on parle du travail et de l'emploi, il est important justement de savoir, dans le contexte du Cameroun, ça veut dire quoi être au chômage, ça veut dire quoi avoir un emploi. Et dans cette partie-ci, je vais m'intéresser à la définition des institutions, notamment la définition du Bureau international du travail et la définition de l'État du Cameroun qui reprend celle du Bureau international du travail. Alors, une personne, selon cette définition, une personne qui a un emploi, c'est une personne de 15 ans ou plus, ayant effectué au moins 1 heure de travail rémunéré au cours d'une semaine. Et quand on parle de l'emploi, on peut travailler à son compte, on peut aussi travailler comme aide familiale. Alors ce qui est très intéressant dans cette définition de l'emploi, c'est que quand elle est utilisée dans le contexte du Cameroun, on a la présentation suivante. On a une situation, si on voit ces chiffres, on va avoir le sentiment qu'il y a très peu de chômage au Cameroun. Parce qu'en fait, la définition est extrêmement minimaliste.
Parce qu'avec cette définition, il faut vraiment prouver que vous êtes au chômage, quoi. Il faut vraiment démontrer que vous êtes au chômage. Donc cette définition n'a justement rien à voir avec les formes d'emploi au Cameroun. Et ce sont ces formes d'emploi, justement, qui sont au cœur de la perception que les gens vont avoir de travailler ou de ne pas travailler. Et au Cameroun, il y a ce qu'on appelle le secteur formel et le secteur informel de l'emploi. Et quand on parle de la part des femmes, les femmes vont beaucoup se retrouver dans le secteur informel de l'emploi. Et dans toute cette partie, justement, je vais montrer tous les paradoxes qu'il y a autour de cette dénomination de informel. Et bien sûr, la nécessité de revoir aussi le lexique que l'on emploie pour qualifier les formes de travail. Alors, on a eu une enquête auprès des entreprises du secteur informel en 2017 qui disait que le secteur informel, agricole et non agricole, regroupe près de 90% de la population occupée. Les femmes sont plus présentes dans ce secteur que les hommes. Et le milieu urbain enregistre un pourcentage élevé d'actifs occupés travaillant dans le formel. Alors, si on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, en disant qu'en fait ces villes aspirent les gens, vous voyez que finalement le résultat de cette enquête va dans le même sens de cela. C'est-à-dire que les gens vont dans ces villes-là pour travailler, pour avoir un emploi formel et pour avoir un emploi régulier, on peut dire ainsi. Et lorsque l'on voit ce tableau de l'enquête, quand on voit ce tableau justement de l'enquête des entreprises du secteur informel, on va s'intéresser à cette partie-ci de l'image. Le vert symbolise l'informel non agricole et le violet symbolise l'informel agricole. Vous allez constater que dans le domaine de l'informel agricole, vous avez une part importante de femmes, une part importante d'hommes. Et vous voyez très bien que ces différents graphes montrent justement la différence qu'il y a entre, et traduisent justement cette différence ou cette forte implication des femmes dans le secteur informel. Et vous constatez que le taux de pauvreté est bien sûr très élevé pour tout ce qui concerne l'informel agricole. Donc, c'est-à-dire que les revenus des personnes qui travaillent, et dont la plupart sont des femmes, sont beaucoup plus faibles dans ce secteur-là que dans les autres secteurs. Alors, définir le secteur informel, c'est un exercice très, très difficile. C'est un exercice très, très difficile. Pourquoi? Qui veut dire la première définition du secteur informel? Je désigne. Qui veut dire Bill? La première est la suivante. Le secteur informel est caractérisé par les activités économiques qui se réalisent en marge de la législation pénale, sociale, fiscale et échappent à la comptabilité nationale. Alors, la deuxième définition. La deuxième définition est formulée comme suit. Le secteur informel est l'ensemble des activités qui échappent à la politique économique et sociale et donc à toute régulation de l'État. Alors, on est dans un exercice très difficile parce qu'en réalité, l'une et l'autre définition, qui sont des définitions qui sont reprises, ce sont les définitions du Bureau international du travail qui sont reprises par les auteurs, l'une et l'autre définition laissent voir qu'il y a un problème de régulation de l'État et peuvent laisser penser
que les personnes, les acteurs et les actrices du secteur informel travaillent dans un environnement sans loi, hors la loi, entre guillemets. Mais en fait, dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe que cela. C'est-à-dire que quand vous allez sur les marchés, l'exemple des marchés par exemple, vous avez des personnes qui, l'on pourrait qualifier comme travaillant dans le secteur informel, mais qui payent des taxes. Et qui payent des taxes de façon régulière. C'est-à-dire que les employés de la mairie peuvent venir faire leur patrouille et dire vous n'avez pas payé les taxes et donc vous n'avez pas le droit de vous installer à cet endroit-ci. D'où justement le difficile exercice justement de définition de ce secteur informel qui peine justement à rentrer dans les cases. Et nous allons voir pourquoi est-ce que ce secteur-là peine à rentrer dans les cases. Et lorsqu'on voit la définition du chômage, toujours la définition du chômage selon le Bureau international du travail, il est dit qu'il faut être une personne âgée d'au moins 15 ans, être sans emploi durant une semaine donnée, être disponible pour prendre un emploi dans les 2 semaines, avoir activement recherché un emploi au cours du mois. Alors, ça peut marcher si on est dans un contexte où il y a des traces, notamment des traces informatiques qui montrent que vous avez activement cherché un emploi. Mais si vous n'êtes pas dans un contexte où vous êtes en mesure de prouver que vous avez activement cherché un emploi, c'est un peu comme pour la définition que l'on vient de voir de l'emploi tout à l'heure, vous allez avoir du mal à dire que vous chômez. Même si votre réalité, c'est que vous êtes dans une situation de chômage. Alors on voit bien qu'il y a un déphasage entre les définitions informelles et les définitions institutionnelles et le vécu des populations. Et quand vous rencontrez cette personne, de leur point de vue, leur activité leur sert à gérer le chômage. Elle gère le chômage. C'est un français camerounais, c'est-à-dire je gère le chômage. Donc je fais avec. Ce que je fais, je le fais en attendant de trouver mieux. Mais moi, je ne me considère pas dans une situation d'emploi, même si les institutions de mon pays, chargées de m'aider à trouver un emploi décent, considèrent que moi, je suis dans une situation d'emploi et donc je ne chôme pas. Alors, cette approche du travail et de l'emploi s'inscrit au moins dans une longue durée. Et dans cette longue durée, il y a des auteurs justement qui ont parlé du travail des femmes, ces auteurs que j'ai déjà cités. J'ai juste ajouté sur cette diapo une autrice nigériane, elle s'appelle Ife Amadium, et Oyeronke Uyewumi, qui est aussi une autrice nigériane, sociologue, qui ont justement travaillé sur la vision du monde fondée sur la matrifocalité et une vision du monde fondée sur les principes féminins. Et il y a aussi, de façon un peu transversale, dans la zone Niger-Congo, si on s'intéresse du point de vue des langues locales, l'exemple de la persévérance et au travail qui est justement pour les femmes, qui est justement considéré comme une valeur chez les Bamileke du Cameroun, chez les Yoruba que l'on retrouve au Nigeria, au Bénin, au Togo, chez les Igbo du Nigeria, chez les Kikongo que l'on retrouve en République démocratique du Congo, et chez les Fan que l'on retrouve au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Gabon. Et il est important aussi de constater qu'il y a une structure économique dans ces sociétés précoloniales construite autour de 2 espaces, un espace féminin, un espace économique féminin et un espace économique masculin. Et ces différents espaces-là ne renvoient pas à une division sexuée du travail social, mais elles renvoient beaucoup plus à une division par sexe du travail social. Alors, qu'est-ce que j'entends par division par sexe du travail social?
la division par sexe du travail social, je cite Mauss, qui parle d'une division technique du travail, d'une division économique des biens, d'une division sociale de la société des hommes et de la société des femmes, des sociétés secrètes, des rangs des femmes, de l'autorité et de la cohésion. Et donc, dans ce type de division par sexe du travail social, il y a une autonomie des sphères économiques. C'est-à-dire, il y a une autonomie masculine et il y a une autonomie féminine. Ce qui appartient aux femmes appartient aux femmes, ce qui appartient aux hommes appartient aux hommes. Et ce que l'on va constater justement, c'est qu'avec la colonisation, on va avoir une division par sexe qui est abandonnée progressivement. Et elle est abandonnée progressivement au profit d'une hiérarchie du travail et surtout d'une hiérarchie de la production économique. Pourquoi? Parce qu'il y a l'installation des cultures de rente, c'est-à-dire ce sont des cultures que l'on fait à l'année, le café, le cacao, le coton, et ces cultures-là coûtent beaucoup plus cher. En fait, elles rapportent beaucoup plus d'argent. Elles ont une plus grande valeur économique que les cultures vivrières. Alors que dans l'espace traditionnel, il y avait ce que l'on pourrait appeler des cultures mâles et des cultures femelles, c'est-à-dire que les femmes cultivaient un certain nombre de vivres et les hommes cultivaient un certain nombre de vivres et le tout contribuait, et là on est vraiment dans une des sociétés très, dans une approche holiste, dans une approche où tout le monde contribuait à l'économie de la société. Mais quand il y a l'entrée de l'argent, et surtout de beaucoup d'argent, il s'avère que il y a des droits, par exemple le droit à la terre qui va être modifié. Parce que lorsqu'on parle de division par sexe, ça veut dire aussi que la terre, dans ce contexte-là, puisque en faisant du café ou du cacao, on a beaucoup plus d'argent, le propriétaire de la terre, qui en général est un homme, va utiliser plus de terre, bien sûr, puisqu'il faut avoir plus d'argent, il est sûr qu'il va avoir plus d'argent. Et donc ces cultures de rente vont être beaucoup plus valorisées au détriment des cultures vivrières qui, justement, participent à la vie ordinaire, à la vie de tous les jours des ménages. Et ces cultures de rente, justement, sont destinées à l'exportation. Elles ne sont pas destinées à l'économie locale. Et justement, l'une des crises que les pays africains vont commencer à connaître dans les années 70 et puis dans les années 80, c'est aussi parce qu'ils ne seront plus en mesure de vendre le café et le cacao qu'ils cultivent mais qu'ils ne consomment pas. Et justement, le travail des femmes est alourdi parce qu'elles ne vont plus seulement avoir leur propre champ, leur propre production, mais elles vont aussi travailler dans les champs de café et de cacao, parce que cela, on a besoin de main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre la moins chère et la plus accessible, bien sûr, c'est la main-d'œuvre familiale. Et donc, on assiste justement à une situation où le travail domestique est de plus en plus alourdi. Et comme je disais tout à l'heure, elles reçoivent en retour une très modeste rémunération, parce que justement le discours c'est de dire que vous travaillez pour la famille quand vous le faites, même si par ailleurs l'argent qui est gagné, l'argent du café ou du cacao qui est gagné, ce n'est pas forcément géré par elle. Et donc on a une redéfinition de l'idéal féminin pour les femmes qui vont aller à l'école, qui vont être instruites. Et cette redéfinition justement de l'idéal féminin s'inscrit aussi dans la quête d'un nouveau statut, de celui d'évoluer. Dans le lexique colonial, il y avait celui d'évoluer et celui d'indigène, notamment dans la partie du Cameroun français. Donc il y avait les évolués et les indigènes. Et justement, les évolués, c'était les personnes qui
s'inscrivait totalement dans l'idée de rester à la maison, dans l'idée de la domesticité et dans l'idée selon laquelle c'était à l'homme d'apporter tout. Ça, c'était être évolué. Donc, il y avait une éducation spécifique pour les hommes et pour les femmes. Et justement, les filles étaient beaucoup plus orientées vers les métiers de l'économie sociale et familiale. Et après, il y a eu la révolte. Un exemple, en 1950, en pays Bamileke, dans l'ouest du Cameroun, les femmes vont détruire les plantations de café et de cacao, qui symbolisent, selon elles, une double domination, la domination coloniale et la domination masculine. Et la ville coloniale aussi se caractérise par une forme de ségrégation. Alors, ceux qui ont lu Esaboto, Ville cruelle, voient justement qu'il y a le Tanga Nord et le Tanga Sud. Il y a un Tanga où il fait bon vivre, et puis il y a un autre Tanga où il ne fait pas du tout bon vivre. Et donc, la ville est d'abord pensée comme un lieu masculin. Et cela peut permettre aussi d'expliquer pourquoi est-ce que les femmes, si vous vous rappelez des premiers graphiques, les femmes sont très présentes dans les métiers agricoles. Ça peut permettre de comprendre pourquoi elles demeurent encore très présentes dans les métiers de la terre, qui sont par ailleurs peu valorisés. Et donc les femmes arrivent en ville par effraction. Les femmes arrivent, la ville n'est pas prête à les accueillir, elles forcent un peu. Quand on dit qu'elles arrivent en ville par effraction, c'est comme quelqu'un qui cambriole votre maison, il entre chez vous par effraction. Elles y arrivent, mais elles y arrivent pas parce qu'elles y sont invitées, mais par la force des choses. Alors, on va assister justement à la mise en place de politiques dans le domaine éducatif et on va voir au départ, entre 1960 et 1985, des politiques éducatives très importantes avec des budgets. Dans le cas du Cameroun, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu ça, c'est-à-dire avoir 27,6% des dépenses budgétaires de l'État consacrées à l'éducation. Ça fait très longtemps qu'il n'y a plus ce taux de dépenses pour le budget. C'est à peine si on atteint 17-19% maintenant. Donc il y a une vraie volonté d'éduquer, il y a une vraie volonté de faire qu'il y ait des écoles un peu partout, sur tout le territoire. Mais il va y avoir un choc pétrolier qui va mener au programme d'ajustement structurel. Et dans ce programme d'ajustement structurel-là, on va commencer à voir les femmes en ville et on va commencer à voir les femmes présentes dans les métiers de la débrouillardise, si on peut dire ainsi, les métiers de la débrouillardise. Alors là, vous avez la couverture d'une bande dessinée écrite par une Camerounaise francophone, mais le titre c'est Bayam Salam, c'est le Pidgin English camerounais, qui veut dire les revendeuses de vivres frais. Ce sont des femmes qui achètent des vivres dans les champs ou sur les grands camions qui viennent des villages et qui les revendent sur les marchés dans les villes. Mais les gouvernements, justement, et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'adjectif informel a été employé, c'est parce qu'ils ont pensé au départ que c'était juste conjoncturel, c'était juste un accident. Ils ont pensé au départ que, certes, les gens allaient se retrouver dans les villes, dans les rues, sur les marchés à vendre, mais que l'économie allait mieux s'arranger et qu'à un moment, on allait revenir aux choses normales, entre guillemets. Donc, il y a une forme d'optimisme, mais surtout, il y a un défaut, un refus de regarder, en se disant forcément, on va retourner à la formalisation de l'économie. Sauf que, en catégorisant l'ensemble de ces activités comme étant informelles, et en considérant qu'elles sont juste accidentelles, elles sont juste conjoncturelles, ça mène à des biais méthodologiques, à des biais dans la production de la connaissance dans le domaine économique. Et il y a des économistes qui l'ont reconnu. L'un d'eux, il s'appelle Jacques Charme. Il a beaucoup écrit sur le secteur informel. Et justement, il
prend justement du recul par rapport aux statistiques sur le travail et l'emploi qui étaient produits pendant un certain moment dans les années 70 et 80. Et il constate que les conditions de production des statistiques sur les contributions des femmes au secteur économique sont elles-mêmes tributaires de la valeur attribuée par la société à ces activités. Donc ce qu'il veut dire tout simplement, c'est que la manière avec laquelle les chercheurs vont aller sur le terrain pour s'intéresser à la situation économique des États, elle ne va pas toujours prendre en compte cette place des femmes, parce qu'ils vont déjà avec des a priori, avec ce qu'ils considèrent comme étant économiquement valable, ce qui vaut économiquement, et donc ils ne vont pas voir et revoir même la manière avec laquelle ils vont construire leur questionnaire. Parce que parfois leur questionnaire, une fois qu'ils l'ont conçu, ils le conçoivent avec, pour matrice, ou bien pour référence, le secteur formel de l'économie. Et du coup, quand vous arrivez sur le terrain, quand vous allez voir des gens qui ne rentrent pas dans les cases, soit vous décidez de faire comme si ces personnes n'existaient pas, soit vous vous en rendez compte, mais vous en rendez compte à partir de vos propres valeurs, à partir de vos propres manières de voir le monde. Et justement, les femmes, justement, comme je disais, on pensait que c'était conjoncturel. Les femmes vont arriver dans ce secteur en proposant des services dans les domaines vestimentaires, dans les domaines culinaires. Et c'est toujours des activités secondaires. Elles sont là pour un temps. Et pendant des décennies, ces activités-là vont rester un peu invisibles des comptabilités nationales. Donc, on ne sera pas toujours en mesure de dire au niveau des comptabilités nationales la contribution de ces activités-là à la création des richesses nationales. Bien, et cette citation, c'est juste pour montrer qu'il y a eu justement une évolution du nombre de personnes actives dans le secteur informel. On est passé de 50% en 1987 à 88% en 1993. On a atteint un paroxysme en 2001 avec 96%. Et puis on est revenu à 90%. Et c'est le chiffre de 90% d'ailleurs qui est celui qui est le plus connu, le plus publié ces derniers temps. Alors dans cette bande dessinée, Bayam Salam, ce qui m'intéresse dans ces images-ci, c'est justement de voir que ces femmes se lèvent très tôt. Elles sortent des quartiers très tôt, quand il fait à peine jour, et elles sortent très tôt pour aller avoir les meilleures marchandises pour les revendre. Et là, il y a cet auteur, Kenye Fodor, qui a beaucoup travaillé sur les métiers de la rue de Yaoundé, et qui dit notamment, Catherine, travailleurs et travailleuses du secteur informel commencent leur journée tôt le matin et l'achèvent tard le soir, complètement fatigués et éreintés. Donc, en fait, ce sont des travailleurs qui doivent beaucoup investir de leur temps, mais aussi de leur personne pour exercer ces tâches-là. Mais ces travailleurs-là sont dans un contexte où bien qu'ils payent des taxes, puisque j'ai dit qu'on dit informel, mais en même temps ils payent des taxes, parce que s'ils ne payent pas des taxes, ils ne peuvent pas exercer. Donc, bien qu'ils payent des taxes, de façon, soit ça peut être des taxes ordinaires, mais parfois c'est aussi à l'année, ces travailleurs-là n'ont pas de conditions sanitaires et n'ont pas d'assurance qui leur permette justement de se soigner. Alors, bon an, mal an, on a fini quand même par intégrer ce secteur dans le système économique et à découvrir justement qu'il contribue à hauteur de 57%
du produit intérieur brut du pays, donc plus de la moitié de la richesse du pays vient du secteur informel. Et c'est pour cela qu'il est important, comme je disais au départ, quand on parle de développement durable, parler de développement durable consiste aussi justement à prendre en compte ces réalités-là et à ne pas être dans une posture condescendante, parce que l'idée de l'informalité, c'est aussi une idée de hiérarchie dans les formes de production, de richesse, dans les formes d'économie, entre ce qui est acceptable, ce qui est propre, ce qui ne l'est pas. Et justement, je disais aussi tout à l'heure que ce n'est pas une économie légale, c'est-à-dire illégale, parce que quelqu'un qui se trouve dans un contexte qui n'est pas camerounais peut croire que c'est illégal, que c'est quelque chose de souterrain, c'est quelque chose de caché, etc. Je pense qu'Armel a dit que c'était difficile de circuler à Yaoundé, mais elle a sûrement dû voir beaucoup de gens dans les rues à Yaoundé. Mais justement, leur activité n'est pas souterraine, elle est visible, elle est quotidienne, elle est ordinaire. C'est-à-dire il ne faut pas fouiller, ils ne se cachent pas pour faire ce qu'ils font. Donc, on a progressivement, on est doucement allé justement, parce qu'ils ont finalement fini par comprendre que c'était nécessaire de, même s'ils continuent de dire informel, de s'intéresser à cette partie de l'économie et de la prendre au sérieux. Il y a eu un projet intégré d'appui des acteurs et des actrices du secteur informel. Il y a une enquête qui est maintenant réalisée de façon beaucoup plus régulière sur les entreprises du secteur informel. Alors, pour conclure, je dirais que ce travail visait justement à montrer comment est-ce que une activité, au départ, parce que c'est une activité féminine, semble marginale. Et non seulement elle était féminine, mais dans une des diapos, vous avez vu que les femmes, quand elles arrivent, elles vont investir dans le domaine du vestimentaire, dans le domaine de la nutrition, dans le domaine de la poériculture. Et donc finalement, elles sont dans la continuité un peu de ce qu'on pourrait appeler les tâches traditionnelles, entre guillemets. Et donc, puisque, et ça c'est quelque chose que l'on observe aussi ailleurs dans le monde, puisque ce sont des tâches parfois considérées comme évidentes, comme allant de soi, il y a un manque institutionnel de prise au sérieux de ces tâches qui permettent pas seulement d'accompagner les hommes, mais qui sont au cœur aussi de la vie quotidienne et ordinaire des ménages. Et donc la notion justement d'informel, justement, doit être déconstruite. Parce que déjà toutes les difficultés que l'on voit dans la littérature, quand il faut la définir, montrent aussi une forme de malaise même conceptuel au niveau de la définition de ce type d'activité, parce qu'on voit bien que ce que l'on dit ne nomme pas exactement ce qui se passe. Et donc il y a une invitation à la réflexivité des pratiques dans le champ du développement international, mais aussi à la réflexivité des pratiques au niveau des États, parce que finalement, on reprend la définition d'informel en reconnaissant quand même que ce travail représente 57% de la richesse nationale. Et donc, dans un contexte où on parle d'inclusivité, où on parle de durabilité, il est donc nécessaire d'avoir un renouvellement conceptuel pour avoir des économies inclusives et durables. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup Estelle. J'invite les étudiants à poser les premières questions, s'il vous plaît. Oui, Rosa? Bon, merci beaucoup d'abord. Moi, je pense que j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup de choses auxquelles je voudrais réfléchir. Mais je voudrais peut-être en savoir plus sur les ménages et en particulier est-ce que
ces femmes qui travaillent dans le secteur informel, dans les villes par exemple, est-ce que souvent elles sont célibataires, est-ce que souvent elles ont un mari qui travaille aussi dans le secteur informel ou plutôt dans le secteur formel, ou est-ce que vous pourriez peut-être donner des exemples? Merci. Merci Rosa. Je peux répondre? Oui. Oui. Ces femmes ont des partenaires qui, pour la plupart, sont souvent aussi dans le secteur informel, mais ne sont pas dans le secteur informel agricole. Parce que, comme j'ai dit dans la présentation, on a beaucoup de femmes qui sont dans le secteur informel agricole. Et ce secteur informel agricole est l'un des moins bien valorisés, c'est l'un des moins bien rémunérés. Mais aussi, je pense qu'il est aussi important, quand on parle de ces femmes-là, de tenir compte aussi d'une littérature aussi qui est très... elle était ancienne, mais elle aussi actuelle, sur les femmes chefs de famille. Parce que aussi, il y a des femmes qui sont chefs de famille, c'est-à-dire... vous avez des familles très matricentrées et matrilocales au sein desquelles vraiment ce sont les femmes qui s'occupent de tout, qui font tout. Et il y a une enquête très récente au Cameroun qui avait été faite et qui montrait que les ménages les moins pauvres, ce sont les ménages qui ont à leur tête des femmes. Donc souvent, ce sont des femmes célibataires, pour préciser clairement les choses. Ce sont les ménages qui ont à leur tête des femmes, donc souvent, ce sont des femmes qui n'ont pas de conjoint. Oui, William? J'ai une question. Est-ce que l'État peut-il bénéficier d'intégrer le domaine de travail informel et le prendre en charge comme le travail formel? Très bonne question. Je pense que c'est un problème systémique en fait. Parce que même pour les personnes qui sont présentées comme étant dans le travail formel, même pour ces personnes-là, ce n'est pas satisfaisant. Notamment du point de vue des droits sociaux, par exemple, comme le fait d'avoir une assurance maladie, par exemple. C'est-à-dire même les personnes qui sont dans le secteur formel ne bénéficient pas automatiquement d'une assurance maladie. Même pour ces personnes-là, elles doivent souscrire à des assurances privées. Mais l'État sait qu'il ne peut pas négliger quelque chose qui représente plus de la moitié de ce qu'il gagne. Donc, il y a des tentatives qui sont faites par l'État pour encourager les personnes qui sont dans ce secteur d'activité à souscrire à des cotisations volontaires. Et ces cotisations volontaires-là, lorsque vous y souscrivez, vous les reversez à notre Caisse nationale de prévoyance sociale. C'est une institution étatique. Mais ce n'est pas obligatoire. Pour l'instant, ce n'est pas obligatoire. C'est vraiment volontaire. C'est-à-dire c'est la personne qui va, en fonction de ce qu'elle gagne, décider de ce qu'elle va verser tous les mois ou tous les trimestres à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et il y a aussi une autre difficulté, c'est que les États ne peuvent pas s'engager totalement comme ça, parce que cela représente un coût. Et étant des États qui dépendent beaucoup de l'aide internationale, cela représente un coût de dire on va inclure toutes les personnes. Mais il y a de l'espoir, pourquoi? Parce que dans le domaine de la santé, par exemple, il y a tout un mouvement international où justement les économistes montrent quels sont les intérêts à avoir une couverture maladie universelle.
il démontre qu'on ne perd rien, en fait. Au contraire, on gagne. Donc, et au Cameroun, il y a aujourd'hui des ateliers dont le but est d'amener les gens à saisir cette opportunité d'une couverture maladie universelle, parce qu'on se rend bien compte que on a on a 90% de la population, et on se rend compte que même les personnes qui statistiquement, qui dans les pourcentages sembleraient privilégiées, sont tout aussi vulnérables quand il s'agit des questions relatives à la couverture santé, par exemple. Il y a très peu de personnes que vous allez interroger et qui vont vous dire « ouais, je suis très satisfaite de l'assurance que moi j'ai ». Non, même quand elles sont dans de très bonnes boîtes, quoi. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer la crise anglophone un peu plus? Est-ce que les femmes sont affectées? Je pense que c'est toute une conférence. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de femmes qui sont affectées. Il y a beaucoup de femmes d'enfants parce qu'il y a des déplacés. Il y a ce qu'on appelle les déplacés internes. Il y a des déplacés internes, donc il y a des personnes qui ont dû quitter leur maison, leur village, leur terre, pour se retrouver à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, oui, ou au Nigeria voisin. Et ce que ça crée comme nouvelle configuration dans le domaine de l'éducation, je vais prendre l'exemple de l'éducation, c'est que vous avez, avant il y avait déjà des écoles qui étaient des écoles bilingues, anglais-français, parce qu'au Cameroun on a une élite qui à un moment a vraiment voulu que les enfants parlent anglais, donc il y avait des parents francophones qui inscrivaient leurs enfants dans des écoles anglophones, et on voit qu'avec la crise on a beaucoup d'écoles qui offrent ce type de forme, c'est-à-dire une section anglophone et une section francophone. Et dans l'université d'où je viens, on a ouvert une section anglophone dans le domaine de l'économie et des sciences de gestion, parce qu'au départ c'était une section, il n'y avait qu'une section, c'était la section francophone. Et on a aussi une autre section anglophone dans le domaine du droit, parce qu'il y a tout ce qu'on renvoie au droit, je vais dire common law, parce que c'était aussi l'une des raisons de la révolte. Donc au niveau de l'éducation, on voit qu'il y a un nouveau paysage quand même des offres éducatives dans le Cameroun francophone. Et je trouve que c'est bien, parce qu'au niveau de l'enseignement supérieur, avant, c'était extrêmement francophone, très francophone. C'est-à-dire, si vous aviez suivi une éducation en anglais et que vous souhaitez continuer votre éducation uniquement en anglais, il fallait aller à Buea. Après, on a élargi avec Bamenda. Mais aujourd'hui, notamment dans les institutions privées, vous allez avoir beaucoup d'institutions privées qui proposent une offre éducative en français et une offre éducative en anglais. Une question. Oui. Je ne sais pas en français c'est quoi, dessiné, Bayam Salah. Oui, la bande dessinée. Oui, Oui. c'est une extension de cette expérience avec les prisons anglophones parce que c'est Ah jeune. non, c'est vrai que la publication est récente, mais c'est très ancien. Parce que le Cameroun, il y a ce qu'on appelle le Pidgin English, puisque c'est un pays où on parle le français et l'anglais. Et donc ce terme-là qui est employé pour parler des revendeuses de vivres frais, c'est très 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 antérieur. Parce qu'au Cameroun, vous avez des zones où le Pidgin English est la langue véhiculaire, la langue de communication. Et justement, vous voyez que c'est une déformation de deux verbes anglais. Donc, acheter et vendre.
Et en général, quand on utilise ce mot-là, l'image que l'on a dans la tête, ce sont les femmes. C'est rare de penser à un homme quand on parle de cela, parce qu'en fait, c'était les premières à être là, et elles sont les plus anciennes, en fait, à être là. Donc, spontanément, quand on parle, c'est au féminin, quoi. Si on pouvait parler du genre de ce mot, c'est féminin. Oui, Catherine? Vous nous avez dit en cours que les femmes mariées ne peuvent pas être propriétaires de la terre. Donc, est-ce que c'est les femmes qui gèrent tout dans les affaires de Bayram Salam et tout ça? Ou est-ce que les hommes aussi doivent jouer un rôle? Est-ce qu'ils doivent? Oui, merci Catherine. Quand on étudie le circuit de l'alimentation, il y a bien sûr des hommes qui travaillent dans les champs. Mais en fait, ils sont beaucoup plus nombreux dans le transport, c'est-à-dire conduire des gros engins, transporter la nourriture du village vers la ville ou bien vers le premier marché où ils exposent leur nourriture. Alors, de plus en plus, mais c'est un autre débat parce que c'est encore très, comment dire, c'est pas si ordinaire que ça. Mais vous avez une élite féminine qui achète des terrains. Mais elles ne sont pas nombreuses à le faire parce que vous avez vu la physionomie de l'économie et vous avez vu que la plupart travaillent dans le domaine de l'agriculture qui est très peu payé. Mais vous avez une élite féminine qui achète des terrains, qui construit, vous avez des femmes d'affaires qui le font avec des grandes cérémonies d'inauguration, etc. Mais elles ne sont pas nombreuses. C'est-à-dire c'est encore très, très minoritaire. Et c'est la raison pour laquelle, justement, dans le processus de production, comme je disais dans l'exposé, la femme se retrouve pendant la colonisation aussi à travailler le champ de cacao et de café et de coton, parce que la résidence matrimoniale est virilocale. C'est-à-dire que la femme, en dehors des pygmées baka, où la résidence est sorilocale, c'est-à-dire que l'homme va habiter chez la femme, c'est le seul groupe au Cameroun où on observe cela. En dehors des pygmées baka, c'est d'ailleurs très bien documenté, dans la plupart des autres ethnies, la résidence est virilocale. C'est-à-dire que la femme quitte sa famille et va habiter dans la famille de l'homme. Et donc quand elle habite dans la famille de l'homme, vous voyez, on n'est pas dans une logique individualiste où le terrain, c'est le terrain de l'homme. C'est le terrain de la famille. Et donc, même s'il faut utiliser les terres, cela signifie qu'il faut négocier des choses. Il faut bien que tout le monde soit bien d'accord que 2 hectares, 3 hectares vont être consacrés à X ou à Y culture, quoi. Donc, on observe des changements, mais c'est vraiment, elles ne sont pas nombreuses, les femmes qui arrivent à le faire. Oui. Vous avez une question? Tu parlais des taxes, Estelle. Est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée des taxes? Alors, ça dépend. On a des endroits où tous les jours, et ça dépend des villes aussi, parfois vous pouvez payer un ticket de 300 francs CFA ou 500 francs. C'est moins d'$1, à peu près $1 par jour, sauf que dans un contexte où tu as plus de la moitié près de la moitié de la population qui a moins d'$1 par jour, ça fait beaucoup. Oui, ça fait vraiment beaucoup par rapport à ce qu'il gagne, parce que quand il gagne, il vend, il a un petit profit, donc ça peut faire vraiment beaucoup par rapport à ce qu'il a gagné. J'imagine qu'il y a aussi une sorte de bakchi chaque pays, avoir une place au marché au bon endroit. Ça dépend. Est-ce qu'il y a aussi ces taxes, on va dire Non, en fait, le problème, c'est que les négociations qui peuvent avoir lieu, parfois, c'est pour ne pas payer.
C'est pas pour payer davantage, c'est pour ne pas payer. Parce que parfois, la personne peut juger qu'elle a vraiment, elle peut juger injuste, qu'elle n'ait rien vendu de la journée, qu'elle soit même pas sûre, comme on dit au Cameroun, d'avoir le taxi pour rentrer et qu'on soit là à lui demander de donner encore 500 francs, quoi. 500 francs qui pourraient l'aider justement à avoir sa voiture pour entrer, son taxi, le car, le bus pour entrer chez elle. Oui, Pascal. Oui, merci Estelle de nous avoir plongé dans cet univers du Cameroun, du travail, de la part des femmes. Ce qui m'impressionne, c'est que cette part des femmes, tu nous l'as montré, s'élève à 57% de la richesse. 50,7% de la richesse nationale. Donc il va de soi que l'État devrait faire quelque chose pour valoriser cette part des femmes. On dira que l'État n'a pas d'argent. J'imagine que pour le Cameroun, ce n'est pas vrai, puisque le Cameroun produit énormément de richesses. Alors la question que je me pose, quelle est la part du politique dans tout ça? Très bonne question. Très bonne question. Alors, quelle est la part du politique dans tout ça? Je pense que la part du politique dans tout ça, elle est très minime, en fait. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais vers la fin, quand je parlais de révisiter un peu les concepts que l'on utilise pour qualifier les choses, pour dire les choses, elle est extrêmement minime parce que il y a quelques politiques que j'ai citées sur le soutien aux acteurs et aux actrices du secteur informel, mais ce n'est pas quelque chose qui va sur le fond de la question, c'est pas quelque chose qui va parce que malgré tout cela, on est toujours confronté au même problème, c'est-à-dire la question du travail décent. J'ai cité un auteur camerounais justement qui parlait de ces personnes qui sortent très tôt le matin, qui reviennent le soir totalement esquintées, et elles ne peuvent même pas se dire oui, j'ai été revendeuse de vivres frais pendant, je sais pas moi, 40 ans, je peux quand même penser que j'aurai une petite indemnité de retraite. Voilà, elles ne peuvent pas penser à cela, ou elles ne peuvent pas non plus penser à je vends, je me lève très tôt le matin, je rentre très tard le soir, si j'ai une maladie qui est liée à ce que je fais, je vais être prise en charge ou bien je vais avoir ne serait-ce qu'une petite compensation qui va me permettre d'amortir le choc de la dépense liée à la santé. Donc, effectivement, la question des ressources, la question de l'argent, c'est beaucoup plus une question d'orientation des priorités politiques. Mais ces priorités-là ne sont pas vraiment à l'ordre du jour lorsque l'on observe ce qui se passe réellement sur le terrain. Parce que si c'était une priorité, l'une des choses à faire serait, ne serait-ce que d'accélérer le processus de couverture maladie universelle dont je parle. Mais en fait, quand vous regardez les textes, ça fait au moins 15 ans qu'on parle de couverture maladie universelle au Cameroun, mais ça n'a jamais été acté et mis en œuvre. Alors il y a cela quelques mois encore, j'assistais à un atelier où justement on discutait encore de la faisabilité de la couverture maladie universelle. Donc moi je pense que si les gens, tout le monde pouvait savoir que s'il est malade, voilà, il peut être pris en charge facilement, etc. Je pense que ce serait déjà un grand pas pour tout le monde et que tout le monde en bénéficierait. Mais là, en l'état actuel des choses, comme je vous disais, c'est en mars, c'était au mois de mars encore, en mars 2023, j'étais dans un atelier qui était organisé par une organisation de la société civile où il était encore question de faire du lobbying, où il était encore question de dire il faut, voilà ce qu'on gagne, voilà pourquoi et comment est-ce qu'il faut rédiger l'argumentaire pour que les gens aient au moins droit à cette couverture maladie universelle, quel que soit leur revenu.
Merci Estelle. Merci.